On the Edge. Bienvenue sur On the Edge, un podcast autour du ping et, vous savez, de cette petite balle blanche qui va si vite. Je suis Marie Migaud, pongiste professionnelle, et je souhaite mettre les acteurs de ce sport en lumière et partager leurs histoires. Qu'ils soient joueurs, entraîneurs, coachs, thérapeutes ou autres, je laisse leur voix nous guider à travers leur parcours, leurs difficultés, mais aussi leurs différences. Et oui, je crois sincèrement que chacun de nous a quelque chose d'unique à donner. Alors, soyez prêts à ouvrir grand vos oreilles et bon voyage! J'ai jamais eu une approche professionnelle parce que j'ai jamais voulu être professionnel. Moi, ce que je voulais, c'était jouer. Il y avait quand même, quelque chose en moi qui faisait qu'il pouvait y croire. Ça a duré le temps que ça a duré. J'avais même plus besoin de mentir. J'avais même plus besoin de dire que j'avais une gastro. J'avais même pas besoin de dire que mon piercing était infecté, que j'avais claqué la porte de mon appart et que j'avais pas les clés. J'avais même plus besoin de mentir. En fait, je venais plus. Et ça a été naturel pour eux comme pour moi. Et après ça, j'ai plus jamais joué. J'accueille cette fois-ci Danilo, qui nous partage son parcours de manière authentique et vraie. Un parcours hors norme et passionnant. Il m'a touchée par sa sensibilité dans cet exercice qu'il qualifie difficile parce qu'inhabituel pour lui. Alors j'espère qu'il vous touchera aussi. Bonjour Dani, Salut. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce podcast. Après un bon repas, Oui. donc j'en profite du coup pour faire ces petites interviews. Ouais, avec plaisir. Je sais pas si t'es vraiment fan de ça en général. Non, mais... pas du tout. Ouais, Pas du tout. Mais bon, pourquoi pas, ça peut m'aider moi aussi, ok, cool. à me livrer un peu. Du coup, avant de commencer sur tes débuts, comment tu qualifierais et comment tu définirais ton parcours, ta carrière ou ta vie jusque-là, en quelques mots? Montagne russe, un peu, je Ouais. dirais. Il y a eu des hauts, des bas, des doutes, du kiff, donc un peu tout. Ok. Mais je pense que il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Moi, je le suis aussi. Je le suis aussi. Ouais. Du coup, tes débuts, donc comment t'as commencé à jouer? Où ça? Et non, en premier, t'es Danilo, mais t'es qui? T'es quoi d'autre? Danilo, bah écoute, j'ai bientôt 40 ans. 40 ans, ça passe vite. Je suis papa, je suis beau-père, je suis coach, ancien joueur, et je dirais, ouais, avec l'image que j'ai eue et puis l'image que j'ai maintenant, où le regard des gens, voilà, varie en fonction de certaines périodes, je dirais. Mais ouais, il y a plusieurs Dany. Ouais, plusieurs facettes. En fonction de l'âge. On va y revenir du coup. Ouais, ouais, Enfin, on va essayer de faire le tour. ouais. Du coup, tes débuts. T'as commencé quand, où et pourquoi? Alors moi j'ai commencé au club de tennis de table de Cergy-Pontoise, Pontoise-Cergy, par hasard. Enfin déjà j'avais une table de tennis de table, table de ping-pong dans mon jardin. Alors, je ne m'étais pas plus intéressé que ça, on jouait un petit peu. Et au départ c'était un forum des associations. Mon frère et moi on voulait s'inscrire au foot, sauf que c'était fermé. Et du coup on a fait un essai au tennis de table qui était pas loin. Du coup on avait fait un essai à la salle de tennis de table à Pontoise. Plutôt concluant pour moi, pour mon frère aussi. Et en fait, on a commencé comme ça. On s'est dit, bah, on fera une année, et puis l'année prochaine, on fera du foot. Concluant comment? Moi, j'avais validé Ouais. que je voulais m'inscrire. Ok. Mais donc, Christian Adam, l'entraîneur de l'époque et qui est toujours au club en tant que directeur sportif, l'anecdote, c'était il s'inscrira l'année prochaine quand il saura tenir une raquette. Et du coup, moi, ça m'avait un peu vexé parce que j'étais content de jouer des tables au ping-pong. Et j'avais dit, bah, on s'en fiche. Il suffit qu'ils me disent comment on tient la raquette et c'est bon, quoi. Et du coup, on a validé l'inscription comme ça. Ok. Ouais. Donc, t'as commencé à quel âge? J'ai commencé 9 ans. Ok, donc pas si tôt que ça. Non, Pas si tôt que ça. non, Ok. 9 ans, ouais. Et t'es vite devenu bon ou c'était quand même assez inné chez toi dès le départ ou comment tu... Dans mes souvenirs, oui. Après, mon frère aussi. Donc, Mon grand frère ou petit frère? grand frère. Donc, moi, j'étais Benjamin 1, lui était Benjamin 2.
Donc forcément, il me barrait un peu la route. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était plutôt facile. Et quand on est petit, ce qui paraît dérisoire aujourd'hui, vice-champion du Val d'Oise par exemple, ça me paraissait énorme. Donc j'avais atteint la finale du championnat du Val d'Oise, j'avais perdu sur mon grand frère. Lui il s'était qualifié pour le championnat régional, il a gagné aussi. Et après au championnat de France Benjamin, je crois pour la première année de tennis de table, il avait atteint les quarts de finale. Ok, donc très bon aussi quoi. Ouais, et du coup on s'est dit, en fait c'est facile le ping. C'est pas le cas pour tout le monde, mais... on gagne des médailles, on est fort, etc. Donc pourquoi non, on va pas aller au foot quoi. Donc voilà, plus la fierté des parents, de la famille. Donc on a continué comme ça et l'année d'après, je crois que j'ai dû gagner le championnat du Val d'Oise, j'ai gagné le championnat d'Île-de-France. 11-12 ans, t'avais déjà des médailles et des titres? Non, ma première médaille c'était un minime 2, championnat de France. Minime, j'avais fait vice-champion de France. Mais pour nous, en fait, les championnats de France, c'était vraiment un truc tellement fort, énorme, ouais. énorme, que déjà, rien que de gagner le championnat de la région ou du département, on se disait, waouh, on est le meilleur de toute l'île de France. Et je savais même pas c'était quoi toute l'île de France. Donc, ouais, non, c'était fort. Et puis, on s'éclatait bien. Et avoir un frère plus grand qui jouait, ça motivait, aussi... ouais. Ça motivait. Ça motivait. Et même, je me rappelle qu'on s'entraidait. On jouait dans le garage. On faisait des services. Mais c'est vrai que ce qui nous avait aussi marqué, c'est que, alors je reviens un peu en arrière, c'était je crois 93, on avait regardé Jean-Philippe Gatien à la télé, et qu'on allait jouer dans le jardin en imitant ce qu'il faisait. On savait main pas. gauche ou... Peut-être même. Ouais. Mais je pense que ça nous a aidé aussi à se dire bah, pourquoi pas le ping. Voilà. Donc ouais, assez facilement, donc on a eu des résultats. T'avais un coach à cette période? Enfin, t'avais des entraîneurs qui t'apprenaient à jouer, ou t'as appris plus tout seul avec ton frère? Non, on a été bien entourés. On avait Christian Adam, qui est toujours directeur sportif du club de tennis de table à Cergy-Pontoise, Pontoise-Cergy. Et Li Jianmin, un ancien international chinois, ouais. Voilà, et qui est un très 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 bon entraîneur, qui a formé beaucoup de joueurs, qui a inculqué beaucoup de bonnes choses par des jeunes joueurs. Donc on était bien entourés, on a rapidement performé, ce qui nous a ouvert un accès à du sponsoring, matériel, et aussi le pôle France de Caen. Ok, Voilà. donc t'as commencé du coup au pôle France à Caen? Directement après. Ouais. Au départ, on s'entraînait 2-3 fois par semaine au club. Et on est passé au Pôle France à Caen, où voilà, pas mal de gros joueurs étaient passés. Voilà, Damien Eloi, Éric Varin. Et c'était quand même un pôle de référence à cette époque. Et tu sentais comment à cette époque? Tu sentais que t'avais un truc à faire dans ce sport, ou t'étais plus... Non, pas du tout. Ouais. On se laissait porter, et surtout, je sais pas, pour peut-être d'autres gamins, la notion de sport-études, ça faisait briller. Ça faisait... Waouh, c'est incroyable. Donc tu voulais faire ça, quoi, vraiment? Ben, en fait, non, quand on m'a proposé, je me suis dit, la classe. Mais en fait, quand j'y étais, c'était l'horreur. C'était l'horreur. L'horreur comment? L'horreur, j'appelais souvent mes parents, ouais. Je veux rentrer, je peux pas, c'est horrible. Du coup, t'étais là-bas la semaine? La semaine, et parfois les stages week-end. Et on rentrait en train. J'avais la chance d'avoir mon frère en chambre, mais c'était dur. Avec le recul, c'était compliqué parce qu'il y avait la distance. Je pense que j'étais jeune et j'appréciais pas plus que ça. Mais chaque été, quand je rentrais, j'avais envie d'y retourner parce que c'était bien aussi d'être sans papa, maman, quoi. Ouais. C'était plutôt cool. T'étais bon élève du coup quand t'étais jeune? Bon élève, je parle résultat, oui. Plutôt avec de l'avance, des facilités, voilà. Tu vas très vite? Moins maintenant. Moins maintenant, mais non, oui, à l'époque, oui, ça paraissait facile. Après, je pense que c'est aussi quelque chose qui me caractérise, et peu bosseur. Bosseur. En tout cas, l'école, ça me faisait pas vibrer, mais il fallait le faire. Ouais, ça fait partie des règles et des Exactement, normes. Exactement. Et donc après ça, en équipe de France, du coup, t'es arrivé quand? À quel âge? Équipe de France jeune, ouais. Cadet, junior, avec des titres ou des médailles, vice-champion d'Europe cadet, champion de France. Donc en fait, le cursus classique, l'entrée à l'INSEP,
Ensuite, Tu rentres à l'INSEP à quel âge? peut-être J1. Ouais. Bah, ça se passe plutôt correctement, mais en fait, on va dire, ça suivait son cours. L'internat, les entraînements, l'école, les repas, l'étude, le train-train Ouais, quotidien. ouais. Ça se passait plus ou moins bien, les résultats suivaient. Puis j'ai eu un premier accro. Un premier accro avec une exclusion de l'INSEP qui m'a fait mal. Mais en fait, je savais pas pourquoi à l'époque. Ça m'a fait mal, plus peut-être vexé, l'ego ou voilà. Et aussi bah, de se dire que faire des conneries et ensuite de se faire choper et virer, c'est quand même pas agréable comme sensation. Voilà. Donc c'était plus ça, plus que le fait, bah avec le recul maintenant c'est plus facile, mais plus le fait que de se dire ah je veux faire ça de ma vie et je regrette quoi. C'était plus ouais ça. Et non, je suis pas rentré très vite en équipe de France senior, puisque bah, à cette période-là, Il y avait du j'étais monde. plus à l'INSEP. Ah oui, ok. Donc, il y avait du monde, évidemment, Ouais. les plus anciens. Ah oui, du coup, tu sais, ouais, t'as été viré de l'INSEP Damien à est ce là. moment-là, et Ouais. du coup, ouais, t'as pas pu rentrer en équipe de France. Non, est-ce que j'avais le niveau? Peut-être pas non plus. Donc, j'étais encore tout jeune, 18. Du coup, j'ai passé une année compliquée. Retour chez les parents, c'est la fin de ta vie. Tout est foutu, voilà. Mais ton niveau est quand même, t'as un niveau très très élevé à cet âge-là. Oui, À ce mais en moment-là, fait, ou pas quand tu arrêtes, ben, tu t'entraînes pas. Et la distance se fait avec le groupe France, les meilleurs. On t'oublie vite. Et peut-être même que certains étaient plutôt contents. T'as été viré combien de temps de l'INSEP la première fois? Un an, je pense. Donc 1 an, et t'as fait quoi du coup pendant ces 1 an? J'ai fait du foot. Chez tes parents. C'est vrai, t'as fait du foot? J'étais chez mes parents. Ok. J'ai fait du foot. J'ai dormi très tard. Je suis sorti énormément. Mauvaise fréquentation. Rien de bien intelligent. Mais en même temps, à cet âge-là, parfois, enfin, je pense qu'il y en a d'autres dans mon cas. Et non, Carrément. c'était quand même très compliqué. Le Ok. ping était très loin. J'avais perdu certains sponsoring, contrats. Il faut savoir que j'avais gagné très tôt de l'argent. Mm. Et c'était plutôt agréable. Et de perdre ces contrats, c'était aussi vexant. Donc, voilà. Tu m'as dit que tu t'étais créé aussi une sorte de personnage Oui. aussi. Tu te Euh. comportais peut-être pas comme toi-même, et plutôt on te voyait comme une personne arrogante. Oui. Tu dis ça de toi-même. Voilà, Non, donc c'est vrai, j'en c'est reprends vrai. tes mots. C'est vrai, c'est vrai. C'était à ce moment-là aussi que ça arrivait ou... Bah, c'était en pleine période, En ouais. pleine période. Pleine ok. période. C'est vrai que à ce moment-là, j'avais l'image d'un joueur très arrogant, hautain, à juste titre, puisque c'était aussi le pseudo-rôle que je jouais, le bad boy, un peu. Mais ça me permettait parfois aussi d'intimider certains joueurs. Ça me permettait aussi, moi, de me protéger, de pas me livrer, de Ouais. pas montrer peut-être Ta sensibilité. voilà, ouais. ma sensibilité, parfois même le stress, la peur. Je pense que rarement on se disait Dany il a peur et il s'en fout et voilà il joue. C'est vrai Mais toi, ça te plaisait d'être comme ça ou que ça me protégeait. ça te protégeait? Ok. Ouais, mais aussi par pudeur. Parfois je parlais pas Ouais. parce que bah, j'aime bien être tranquille, je suis plutôt discret en général. Par contre avec mes amis je peux être plus foufou. Mais c'est vrai que ça me permettait d'avoir un peu de tranquillité. Et t'aimais bien un peu ouais, le jeu du mindset, du game, quand tu jouais Ouais. contre quelqu'un. T'aimais bien aussi ouais, l'impressionner, comme tu disais, avec Mhm. ton arrogance. Et tu transmettais ça comment? Parfois dans mon attitude. Ouais, tu ressens ça, du coup, ce qui se passe entre l'adversaire et toi? Bah, c'est quelque chose qui est resté, j'aime bien ça, c'est montrer que je dominais le joueur. Pas forcément de gagner, mais de dominer le joueur. Donc ça pouvait être par les attitudes, par des paroles, par des coups techniques. Mais est-ce que c'était un manque de respect? Moi je le voyais pas comme ça. Mais quand certaines personnes étaient un peu agressives, peut-être. Mais c'était quelque chose qui me faisait vibrer. Plus que de gagner, plus que oui, des résultats. C'était vraiment ce que je recherchais et même aujourd'hui dans ma vie, j'aime la sensation comment dire, que ça me procure et le rush que ça peut me faire avoir.
Donc gagner pour toi, ça n'a jamais vraiment été une Non. motivation Non. ultime, quoi. Non, j'aime bien jouer. Ouais. J'aime bien jouer. J'ai eu la chance de gagner. Parce que aussi j'étais bien entouré. Parce que j'ai des personnes qui ont cru en moi et qui m'ont aidé. Mais c'était pas un objectif de gagner pour moi. C'était plus jouer, m'éclater et montrer que j'étais plus fort. Est-ce que les gens, ça les comprenait ou pas? Non. Que toi, tu voulais juste aussi jouer et au final... Non, la première vraiment personne qui m'a compris. Alors c'est vrai que avec Christian Adam, ça fait longtemps qu'on se connaît et il a toujours été là pour moi. Je pense qu'il comprenait un peu ma façon de jouer. Est-ce qu'il adhérait? Je sais pas. Mais en tout cas, la première personne aussi qui m'a aidé à aller dans ce sens et qui n'avait pas la réputation d'être un coach comme ça, c'était Pascal Canteux. Ouais. Et qui paraissait très dur, très strict. Et en fait, il avait réussi à me donner de la confiance en me disant que si tu voulais jouer de cette manière, il fallait y aller. Mais pour pouvoir jouer de cette manière, il fallait maîtriser. Et pour pouvoir maîtriser, il fallait s'entraîner quand même. Donc c'était un peu le cercle vicieux. Donc je lui donnais de l'entraînement, je lui donnais de l'investissement. Okay. Pour moi pouvoir après utiliser ça. Et c'était quoi ce jeu? Qu'est-ce que tu veux dire par jouer comme ça? Ça pouvait être de jouer entre les jambes, de jouer en contre-pied, de jouer, avoir plus de variations que le gars en 5 services, il n'en remette pas un. De jouer en montrant que j'étais au petit trot. Ça, c'est un challenge aussi pour toi, non? Oui, une sorte de challenge, voilà, j'aime bien me donner des challenges. Et c'est vrai que lui aussi il me challengeait en disant vas-y, montre-moi, tu peux gagner comme ça, montre-moi. Alors je vais pas dire que les résultats que j'ai eus, je les ai eus en défense et en balle haute, c'est faux. Je les ai eus quand même avec un jeu classique. Mais je pense que ma différence a fait que j'ai eu des titres très jeunes et très rapidement. Parce que oui. Est-ce que j'étais meilleur? Sûrement. Est-ce que je voyais le jeu mieux? Sûrement. Est-ce que je sentais mieux la balle? Oui. Alors à cette époque-là, on n'y a pas besoin d'avoir un physique incroyable, on était encore en jeune. C'était des petites balles qui prenaient énormément d'effets et ça suffisait. Ouais, maintenant les balles en plastique, c'est différent. Maintenant c'est difficile. Ouais. Et encore ce matin, t'as fait un peu de top revers. T'en as mis 3-4, ouais, je les ai pas vus partir donc. Oui, j'avais aussi pas mal de vitesse de bras qui était pas mal. Donc voilà, donc c'était le premier entraîneur et que je garderai toujours moi dans mon cœur, comme des personnes qui sont restées dans mon parcours. Voilà, Christian Adam, Pascal Canteux, c'est des personnes qui ont compté. Mais c'est vrai que à la période retour à la maison, ça a été dur. Pas d'entraînement, mauvaise fréquentation. Et heureusement, ces personnes-là étaient là pour moi. Donc elles sont venues te chercher Oui, Pascal Canteux, un soir, il a débarqué chez mes parents. Il s'est imposé en disant c'est pas possible, Dany, il peut pas faire ça. Christian Adam aussi, le club de Pontoise en général. Il y a aussi quelqu'un que j'ai pas encore nommé, Milan Stenzel, je connais pas. grand entraîneur de cette époque qui avait entraîné des grands joueurs comme Jean-Michel Sèvres, Primorac, Samsonov. Et sur sa fin de carrière, donc il était après l'équipe de France. Sur sa fin de carrière, il était en Luxembourg. Et donc c'est vrai que j'étais parti un peu au Luxembourg. Avec lui, voilà, avec des joueurs luxembourgeois, sans être péjoratif, pas très fort à cette époque-là. Peut-être que ça a changé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il m'avait beaucoup aidé. Il m'a remis en selle avec aussi les programmes de Pascal. Et t'étais content de reprendre un peu à s'entraîner et d'avoir des gens qui te poussent derrière ou je l'ai fait parce que je marche beaucoup à l'affect. Ouais. Et cette démarche-là m'avait touché vraiment. Ouais. Alors à cette époque-là, est-ce que je lui ai dit non? Est-ce que j'ai montré? Non. Mais à l'intérieur, j'étais touché, c'est fort. C'est fort, donc je voulais aussi, comment on peut dire, qu'il ait raison. C'est-à-dire de venir là, de me chercher, de dire que tu peux faire quelque chose. Je voulais pas qu'il soit déçu, en fait, que ça fonctionne pas. Donc il fallait que ça fonctionne. Et j'ai eu la chance,
peut-être aussi au sein de la fédération qu'il y ait des coachs ou des personnes qui croient encore en moi. Michel Blondel, par exemple, qui a œuvré pour mon retour à l'INSEP. Du coup, t'es retourné à l'INSEP Ouais. juste après? Un an après. Un an après? Un an après. Il y avait les mêmes joueurs, les mêmes coachs? Exactement les mêmes. Pareil, ok. Exactement les mêmes. Toi, t'es revenu comme ça. Comme si de rien n'était. Alors ça a surpris certains. Et c'est vrai que ça part vite. Hein. C'est-à-dire qu'on oublie vite. Et peut-être ils se disaient, ça y est, comme d'autres qui sont partis, c'est terminé. Je suis revenu et encore, je tire sur personne. Mais je pense qu'à cette époque-là, il n'y avait pas non plus de joueurs qui sortaient du lot. Et que ça a été pour moi un avantage. Après, t'étais aussi très fort, il faut le dire. Je sais plus, mais en Oui, tout cas, oui, ce mais qui est sûr, bon, c'est voilà. que mon nom, il avait encore une résonance parce qu'il ouais. n'y avait personne qui allait chercher plus fort. Et si moi, j'étais plus à l'INSEP et qu'il y avait Félix Lebrun et Alexis Lebrun, je serais jamais revenu. Et Ouais. je sais pas Ok. où je serais, mais bon. Ouais. Donc voilà, donc je pense que c'est important aussi de remettre dans le contexte. Et donc, contrairement à toi, même si j'ai été un an en dehors du système fédéral, j'ai tout fait à l'intérieur. Ma carrière, j'ai presque tout fait à l'intérieur. J'ai arrêté tôt, mais Non, c'est ta j'ai carrière tout fait à ferme. l'intérieur. Le Pôle France, l'INSEP, et ensuite, même quand je suis sorti, j'y suis rentré. Et c'est là où, cette année-là, je crois, c'est l'année où je suis revenu. Après championnat du monde 2003, c'est là où, en 2004, j'ai intégré l'équipe de France senior. Ok. Ouais. En 2004, ta première sélection. Première sélection, Comment tu t'es qualifié à cette compétition? Il y avait un tournoi de N'importe comment. sélection ou c'était... tournoi de sélection. Ouais, N'importe comment. ok. Mais- Tu veux en parler ou pas? Bon, un petit peu, Ok, tu peux, comme parce tu que c'est loin maintenant. Ouais. Disons qu'en fait, déjà à cette époque, il y avait beaucoup de joueurs, mais aucun vraiment sortait du lot. À part, il y avait Patrick Sheila, Damien Eloi, Christophe Legout et après Éric Varin qui était derrière, mais top 100 mondial, je sais pas, peut-être 70. J'ai pas une bonne mémoire, si je me trompe, désolé. Et C'est pas grave. et c'est vrai que bon, il y a un tournoi de sélection qui se fait, mais Damien et Patrick sont déjà qualifiés. Et moi je suis très jeune, j'ai 19 ans, première fois qu'on fait un tournoi comme ça. Je sais que le vainqueur est qualifié et qu'ensuite il y a une wildcard. Et souvent pour un jeune joueur, etc. Et c'est vrai que j'ai été un peu un dilettante, pas préparé. J'ai fait la première journée et j'ai passé les qualifications de la première journée. Mais avant la qualification de la deuxième journée, on va dire je ne me suis pas couché très tôt. Voilà. Pour Même être, très tard. Je me suis couché très tard. Et j'ai quand même proposé, je crois que j'étais jusqu'en demi-finale, je crois. J'ai quand même proposé quelque chose d'encourageant Ouais. qui a fait que je sois sélectionné par la wildcard. Ce qui est marrant ou pas, c'est qu'aux individuels, je jouais en N3 senior. Il y avait N1, il y avait N2. Tu joues à N3 Et senior. j'ai joué un tour, mais bon, c'est vrai que les indices, c'est pas quelque chose qui me faisait vibrer. Ouais. J'ai jamais vraiment adhéré. Ouais. Et je crois que c'était un ancien joueur, Nicolas Calbrix, qui m'a dit c'est fort, tu vas faire les championnats du monde, tu joues en N3 senior. Je pense que c'est du jamais vu. T'as besoin de cette flamme, on va dire, à l'intérieur de toi, parce que le championnat du monde, ça fait quand même plus vibrer que des indives. Est-ce que pour toi, ça C'est résonne clair. comme ça ou pas? Ouais, je pense Un qu'on a peu. des similitudes par Ouais. rapport à ça. C'est que, en fait, moi j'avais envie que de vibrer pour des gros matchs. Mm. J'avais envie de jouer que des joueurs forts. J'avais envie d'avoir ce rush, mais jouer des joueurs que personne connaissait Dans une salle ou dans une vide. salle, voilà, ça Ouais. m'intéressait pas. Ouais. Jouer 6 ou 7 matchs de poule, non 6 matchs, pardon, 5 ou 6 matchs de poule en national pour jouer, je sais pas quoi, une qualification dans les championnats de France, c'était improbable. Ouais. Voilà, donc comme je n'étais pas un gros matcheur, il me fallait vraiment des raisons. Et c'est vrai Un que sens un peu, ouais. Aussi. oui, un sens Un et puis sens, un des raisons, challenge, ouais. quelque chose d'excitant. Et ça m'intéressait pas quoi. Et du Voilà. coup, t'as fait les mondes? J'ai fait les mondes, je crois que c'était Qatar. C'était 2000. par équipe ou... Par équipe. Par équipe. Par Ok. équipe, ouais. Et t'as bien joué, non, je crois?
Pas du tout. Ah non? J'ai jamais bien joué. Ah ouais, non? Non. Ok. Non, c'était au Qatar, donc première expérience avec des joueurs plus âgés, donc Éric Varin, le vainqueur du tournoi, Patrick et Damien, Michel Blondel au coaching, et un très bon moment, très belle Ouais. expérience. Mais j'étais un peu jeune, j'ai gagné quelques matchs, mais des joueurs qui étaient abordables, et aussi première grosse expérience sur un gros match. Bon, j'ai pas joué la Chine quand même, ils m'ont épargné ça, mais oui, c'était la Corée du Mais Sud. t'as très bien joué sur ce match-là, non? C'était C'était pas Ryu Seung-min, premier match de ma vie, télévisé. Ah, c'est beau, ouais. Eurosport, je crois, j'avais appelé toute ma famille. Ouais, je J'avais appelé toute ma joue famille, la je vais jouer centrale. sur Eurosport, voilà. Et quand on me l'a annoncé, je sais pas si on peut dire comme ça, mais en gros, j'avais un stress de malade, c'était abusé. Mais c'était un stress, c'était kiffant, parce que je savais que j'allais jouer un joueur hyper fort. Et ça m'excitait. Voilà, l'échauffement, ça se passe, je vois la caméra, c'est pas comme maintenant où, tu vois, c'est Avant, tout c'était... petit. Ouais, Là, ouais. c'était le gros machin, il était au-dessus de la table. Et- Ça m'impressionnait un peu. Est-ce qu'à cette époque-là, t'avais encore cette carapace un peu autour de toi? Non. Moins, tu l'as Moins, enlevé beaucoup quand moins, même. Ouais. beaucoup plus ouvert. Bon, après, la réputation, elle traîne, beaucoup plus ouvert. J'allais plus vers les gens, j'arrivais à parler facilement. Et aussi, bon, de toute façon, j'avais pas plus envie de ça. Mais après, les casseroles, elles traînent longtemps. Elles traînent très longtemps. Mm. Et malgré le fait que je sois plus moi-même, dans ma personnalité aussi, il y a des parts d'ombre. Le fait de sortir, le fait d'aimer les interdits, le vice, voilà. Ça, c'est resté. Ça, c'est resté. Donc voilà, mais non, j'ai pas tout changé, mais au moins j'arrivais à être un peu plus ouvert. Mais bon, parfois, pour certaines personnes, j'étais toujours le même. Après, Voilà. c'est ce que les autres pensent. Et voilà, mais si t'arrives à être plus toi-même, et puis si tu prends un peu plus de plaisir aussi Mhm. à ça, et puis que voilà, si t'es fidèle plus à toi-même, on va dire, c'est bien pour toi, quoi. Les autres, en vrai, on s'en fout. Oui, j'ai jamais vraiment trop fait attention à ça. Ouais, t'as jamais été trop touché par le regard des autres ou... Quand je jouais un rôle, j'aimais bien. J'aimais Ok. bien savoir, voilà, au public féminin, par exemple. J'aimais bien ça, avoir une bonne image, etc. Et après, l'année que j'ai passée en dehors de l'INSEP, déjà m'a fait mal dans l'ego. Mm. Et donc, sur la deuxième partie, je me suis juste dit, prends tout ce que tu as à prendre, fais ton kiff. Du coup, tu joues Ryu Seung-min. Ryu Seung-min, ouais, je crois que j'ai gagné un set. J'étais content et après, quelques mois plus tard, il était champion olympique. Ouais. Non, c'était bien, ça marquait le début de la carrière. Ça n'a pas Après duré ça- longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Mais Et après ça, ça, non, du ça, Après ça ça, s'est tu- enchaîné. Ouais. Ça s'est enchaîné. Et après, le paradoxe, c'est que j'ai fait une carrière, entre guillemets, internationale, sans avoir, pour certains, mérité mes sélections, pour d'autres, prouvé par Mhm. mes résultats en France. Mhm. Parce que j'ai jamais été au championnat de France avec un résultat, j'ai jamais eu un résultat incroyable au championnat de France. Pourtant, c'était une belle compétition, hein. Mais pareil, Pas trop J'étais- d'adrénaline. adrénaline peut-être, mais en fait, préparation très peu professionnelle. On va Ouais. pas se mentir, j'ai jamais eu une approche professionnelle parce que j'ai jamais voulu être professionnel. Mhm. Moi, ce que je voulais, c'était jouer. Donc, préparer des championnats de France, non. Préparer le prochain match des championnats de France, non. Donc, ça veut dire que C'est trop si bien on de est dire vendredi ça. Hein. soir, Ouais. eh ben, je dormais pas. J'étais en soirée. Après, c'est malheureux. Je le dis, mais je regrette pas parce qu'au final, bah, je n'étais pas fait pour ça. Mais j'ai eu ces sélections. Voilà. Comment? Il faut te poser la question au DTN de l'époque, Michel Gadal ou au sélectionneur. Mais il y avait quand même, je dirais, quelque chose en moi qui faisait qu'il pouvait y croire. Et je pense que ça a duré le temps que ça a duré. Mais donc c'était le paradoxe. Je faisais les Pro Tours, ça s'appelait comme ça, avec des résultats plutôt corrects. Quelques bonnes victoires sur un Chinois numéro 6 mondial, sur des gars qui étaient 30-40 mondiaux. Voilà, mais ça décollait pas au classement mondial. À un moment donné, il y avait un classement race et un classement
mondial classique. Et à l'arrêt, je devais être 23, 24 sur l'année. Donc ça me paraissait correct. J'avais l'impression que je jouais pas trop mal. Mais ça décollait pas plus que ça. Et oui, j'ai fait les championnats d'Europe, j'ai fait les Jeux méditerranéens, j'ai fait les championnats du monde. T'avais sûrement un truc quand même pour être sélectionné sur toutes ces compétitions. Ouais, je pense qu'il y avait déjà, encore une fois, peu de joueurs qui sortaient du lot. Désolé, mais c'était pour moi, c'était ça. Peut-être qu'il y avait une jeune génération qui arrivait, mais elle paraissait loin encore. Et je pense que, oui, à la fédération, on se disait, si Dany il a le déclic, ça va marcher Il va fort. aller loin, ouais. Mais Du coup, ouais, non. ils sont supportés, ils t'ont beaucoup accompagné. Beaucoup. Beaucoup Ça, je peux accompagné. pas, Ouais. je peux rien enlever à la fédération française. Je pense que j'ai été beaucoup aidé, beaucoup trop, peut-être, je sais pas. Mm. C'est pas à moi de juger, mais j'en étais très content. J'ai été soutenu. En tout cas, le temps on va dire, de ma carrière entre guillemets en équipe de France, j'avais l'impression d'être soutenu, porté à bout de bras, Ouais. poussé, cajolé, je sais pas. Il y avait un peu de tout. Mm. Il y avait un peu de tout. Et est-ce que ça aurait pu marcher? Je sais pas, on saura jamais. Et je pense que on s'en fout. Tu fais ta vie, t'as Ouais. fait ton chemin. Ouais. Du coup, t'as arrêté. Ouais, j'ai T'as arrêté. arrêté très tôt. 2007, 84, 23 23. 23, j'ai ans. arrêté. Mais déjà, ça faisait. J'étais plus dedans. Ok. 2006, j'ai eu une qualification championnat du monde, mais Pourquoi tu dis que t'étais plus dedans? Tu Bah, le sentais, ouais, non. tu le sentais, ok. ça sentait déjà la fin, mais on poussait encore, on sait jamais. Et non. Mais là, pareil, en qualification pour ces championnats du monde, tournoi de sélection un peu bizarre. J'étais parti à Barcelone, pas pour me préparer en vacances, et après j'ai fait le tournoi de sélection. Donc encore une fois, pas du tout dans l'optique de haut niveau. Et oui, ça s'est pas super bien passé, les championnats du monde, je jouais très mal. Aucune belle victoire, aucun match intéressant. On jouait avec deux joueurs, Patrick et Damien, qui étaient injouables. Ils nous ont emmenés en quart de finale des championnats du monde tout seuls. Et non, pas une bonne ambiance pour moi, parce que j'ai l'impression que je servais à rien et que j'étais là parce que il fallait mettre Dany, parce que voilà, c'était comme ça. Et il y avait aussi Sébastien Jauvert, qui cette année-là, en 2007 ou 2006, je ne sais plus, lui il le sait, il a été triple champion de France, simple, double mixte, donc il était dans l'équipe. Voilà. Donc oui, année un peu bizarre, et voilà, ce qui devait arriver arriva. Tu te sens plus trop à ta place en gros. Enfin, Oui, tu arrives à un moment on de est ta arrivé vie où à- tu. Voilà, à un point de non-retour. à la fin d'un chapitre. Tu vas en Pro Tour, tu penses qu'à sortir, tu joues même pas tes matchs, tu prends 4-0. Ouais. T'as fait 50 000 km, je sais pas où, là, pour aller au Brésil, et au final tu fais rien. Non, ça sentait la fin. Ouais. Ça sentait la fin, et c'était limite un soulagement, je dirais. Du coup, t'étais à l'INSEP. J'étais encore à l'INSEP, j'avais fait des réunions Ouais. où ça tendait vers ça. Ça tendait vers ça, voilà, en disant si tu veux vraiment t'entraîner, tu viens, sinon tu viens pas. Et au final, je venais T'es pas. plus venu, ouais. Je venais pas, j'avais même plus besoin de mentir. J'avais même plus besoin de dire que j'avais une gastro, j'avais même pas besoin de dire que mon piercing était infecté, que j'avais claqué la porte de mon appart et que j'avais pas les clés. J'avais même plus besoin de mentir, en fait, je venais plus. Et ça a été naturel pour eux comme pour moi. Et après ça, j'ai plus jamais joué. T'as plus touché J'ai une plus raquette, fait quoi. d'entraînement. Mais tu jouais quand même en pro. J'ai continué à jouer en pro jusqu'en... Alors, jouer en pro. J'ai joué encore 1 an à Pontoise en faisant semblant que je m'entraînais. J'avais dit que je déménageais à Budapest pour m'entraîner, et en fait, c'était juste pour me vider la tête. Mm. Pas de la bonne manière d'ailleurs, mais j'en avais peut-être besoin. Donc j'ai continué à jouer, mais mon niveau était quand même très faible. Mais tu gagnais quand même un peu, non? Quelques Enfin, matchs, ouais. mais Ouais. voilà, globalement, quand tu t'entraînes pas, c'est dur de bien jouer. Ouais. Surtout à un très haut niveau. Et donc voilà, même mon club de Pontoise, qui m'ont toujours soutenu, en sont arrivés à dire bon bah faut que tu partes, quoi. Enfin, ils auraient pu me garder, mais c'est moi aussi qui ai mis le souhait, voilà, de partir. partir. Et je suis parti
en banlieue Bordeaux, au club de Cestas. Et je t'ai vu là-bas, la première fois. Oui. Enfin, la première fois et la seule fois d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Quoi, mais... ouais. Et du coup, j'ai fait 3 ans à Cestas, où j'étais numéro 4 de pro, mais je jouais jamais. Ouais. Et il fallait absolument pas que je joue, parce que j'étais pas du tout préparé. Et voilà, j'avais repris mes études. Ok, tu faisais quoi? J'ai fait un DUT en technique de commercialisation. Et ensuite, après, j'ai enchaîné avec une licence entrepreneuriat. Ok. Voilà. Vraiment, Premier job. Tu changes de vie, mais vraiment là. C'est ça. Vraiment, tu passes... étudiant avec... donc j'avais 24-25 et j'étais avec des jeunes de 17-18. C'est dur. T'aimais pas ça ou t'aimais bien? Non, j'aimais pas. Mais quand tu décides d'arrêter le ping, qu'est-ce que tu vas faire? Après, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Voilà. Et donc qui t'es à part un joueur de ping aussi, un peu? Oui, voilà, c'est ça. Non, ouais, c'est un peu des questions qui viennent. C'est un peu tard mais parfois. Bien perdu, hein. Bien perdu. J'avais honnêtement peu de soutien. Je dirais de qui? Peu de soutien peu de soutien des gens, et même d'orientation. Est-ce que j'en ai demandé? Peut-être pas aussi, hein. Mais c'est vrai que quand tu sais pas ce que c'est qu'une carte vitale, c'est un peu chaud. Et que tu achètes des crèmes à 200 € et que les gens ils se disent mais il a pas de carte vitale le gars, c'est une dinguerie. D'accord. Donc voilà, non c'était compliqué. Et si, il y a Béatrice Palierne qui m'a aidé, qui m'a un peu orienté, en tout cas pour la reprise d'études. Donc ça c'était très appréciable, je l'ai revu dans des championnats universitaires, vraiment sympa, top. Okay. Voilà, donc ouais. Et ensuite, ouais, c'est ça, l'école quoi, l'université. Très studieux. c'est ça. Non, mais vraiment pas, je crois. Ça va toujours vite ou pas? T'apprends vite? Après, moi j'ai compris très tôt un truc, c'est que si t'as la moyenne, normalement tu l'as. Ça suffit. Ouais. Voilà. Donc voilà, j'avais ce système dans ma tête, tout à l'arrache. Mais je savais que si j'avais la moyenne, ça suffisait pour avoir le diplôme. Mais tu voulais faire quoi là? Je savais rien, pas du tout. Vraiment t'étudies, tu vraiment vois pas. après où ça mène quoi. Voilà. Okay. Donc j'ai fait le DUT, là je savais pas du tout. L'entrepreneuriat ça me disait aussi, donc je l'ai fait, ça pouvait servir. Et non, je crois que j'avais 72% ou 73% d'absence sur le DUT. Heureusement j'avais encore le statut haut niveau. Et je disais que j'étais en compétition à l'étranger, mais pas du tout. D'accord. C'est juste que faire 8h-18h, c'est quand même très très dur. Quand ça fait très longtemps que tu voyages, que tu t'éclates, que même quand tu étais à l'INSEP, tu avais des cours super aménagés. Moi, je suis pas fan non plus de rester assise dans une salle de classe de 8h à 18h. Ouais, vraiment. Donc, je l'ai fait une fois et ils m'ont plus jamais revu. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Voilà, après, je savais que j'avais besoin d'un diplôme. Je savais qu'il fallait que j'avance, mais je savais pas où aller. Après, c'est bien que c'est commencé... Enfin, t'as mis du temps à te rendre compte qu'il fallait un diplôme ou ça prend pas de temps quand même, ça va vite. J'ai l'impression que l'année que j'ai passée à Budapest, t'as le temps de réfléchir. Et est-ce que je peux continuer à sortir, faire l'étudiant alors que tu vas passer 24-25 ans, c'est compliqué aussi. Et même ta famille s'inquiète, les amis un peu, c'est compliqué. Donc c'est vrai que pour moi c'était une nécessité. Je ne savais pas où j'allais, mais il faut croire en la vie. Ouais. Il faut croire en la vie et c'est vrai que j'étais chanceux, parfois de rencontrer des bonnes personnes, parfois peut-être grâce à moi. Après, tu t'as dit que ce matin tu croyais aux signes. Oui. Écoute, voilà la bonne étoile et tu suis aussi, je pense que dans la vie, souvent on regarde pas assez les signes, tu vois, on les ignore souvent. Si on voit pas, on les ignore. Et je pense que les signes, ils sont là aussi pour nous guider. Et toi, si tu sais les écouter, t'as déjà fait un bon boulot. Même si des fois, tu crois que c'en est un, c'en est pas. C'en est pas, voilà. Mais en tout cas, il faut essayer aussi. C'est vrai que je pense qu'il y a un mélange de tout. Il y a de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que j'aurais pu plus en profiter? Peut-être. Mais j'ai eu beaucoup de chance que des personnes croient en moi. J'ai eu beaucoup de chance que certaines personnes m'aident. Donc ça, c'était pour le tennis de table. J'ai eu beaucoup de chance aussi de rencontrer des personnes qui m'ont aussi donné de la confiance après le trou noir de je suis plus sportif de haut niveau, je joue plus en équipe de France, j'arrête de m'entraîner, qu'est-ce que je vais faire, qui je suis,
où je vais, voilà. Et ça, j'en suis vraiment très reconnaissant. Après, tu les as amenés à toi, ces personnes. Elles sont pas là par hasard. C'est un mélange. C'est un mélange. Et je pense que t'avais quand même tu dégageais quelque chose qui leur faisait dire d'aller te voir, tu vois, de t'aider. Oui. Souvent. Alors, à cette époque-là, je m'en rendais pas compte. Voilà, mais forcément, t'avais quelque chose, sinon ils. Mais c'est un mélange des deux, oui. Et pareil, mon premier job, je l'ai chopé dans un bar. Après, après le diplôme, je me disais, bon, où est-ce que je vais bosser? Comment? Voilà, si je trouve un job ici, ben, je prends un club à côté et ça roule. Sinon, il faut retourner sur Paris. Donc, je suis dans un bar, je discute avec mes amis comme ça. Et je dis, bah voilà, c'est compliqué. Les clubs, je peux en trouver ici, mais j'ai l'impression au niveau boulot, c'est compliqué, c'est dur. De nulle part, quelqu'un se retourne. Il me dit, tu cherches dans quelle branche? Voilà, je lui dis, bah, je sais pas trop. J'ai fait un DT, nanana, je lui explique mon parcours. Et il me dit, bah, moi, mon père, il a une entreprise. Il adore les anciens sportifs, mais tu fais quoi comme sport? Je dis, je fais du ping-pong, tennis de table. Il me dit, c'est génial. Voilà, bah, peut-être que je vais en toucher 2 mots, on échange les contacts. Et c'était peut-être vendredi soir ou samedi soir. Le lundi, j'ai fait un entretien et j'ai eu mon premier boulot. C'est incroyable, tu vois. C'était dingue. C'est incroyable. Première expérience comme ça, c'est fort. Et ouais, donc en fait, ça a continué comme ça. C'était pas le job de mes rêves, mais je pense que c'était quand même. Ouais, première expérience. Et ça a continué comme ça. Ça m'a emmené à Marseille, ça m'a emmené à revenir sur Paris, à revenir à Cergy-Pontoise, au club, où là encore, on m'a fait confiance. Et même, j'ai envie de te dire, le plus gros signe, c'est que l'entreprise où je travaillais, elle était à 200 mètres de la salle de ping, à pied. Donc voilà, il y avait peut-être un appel encore. Ouais, c'est fou. Du coup, tu rentres, tu retournes, enfin, tu es coach après, tu deviens entraîneur. Alors en fait, non, j'étais salarié dans une entreprise allemande, voilà, en tant que commercial. Donc, et je jouais à Cergy-Pontoise, donc de Pontoise-Cergy. J'arrête pas de dire Cergy-Pontoise, mais moi je suis de là-bas. Et donc le club c'est Pontoise-Cergy et la ville Cergy-Pontoise. Merci pour la précision. Et donc j'étais vraiment très proche du club. Et à ce moment-là, Christian Adam, on discutait souvent déjà, même quand j'étais plus au club. Il me dit, voilà, j'ai envie de lancer un truc, une académie. Est-ce que tu peux donner un coup de main, intervenir de temps en temps? Donc je l'ai fait en parallèle de mon travail de commercial, parce que j'avais pas mal de disponibilité. Parce qu'on est souvent en vadrouille, et voilà, donc à 15h, je travaillais, je faisais de la relance au club. Au club, ouais. Avec trois jeunes. On avait donc Lidji Admin, Christian Adam et moi-même, et on avait 3 jeunes. Donc il y avait 3 entraîneurs pour 3 joueurs. Pas mal. Ouais, Beau quota. C'était incroyable. Et voilà, et en fait, je me suis pris au jeu. Et t'as aimé ça? J'ai aimé. J'ai zappé une partie. Ok. C'est qu'avant ça, j'ai eu mes premières expériences de relance à Bordeaux. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aimer, et aussi à aimer le fait d'être important, de participer à quelque chose, à la progression de quelqu'un d'autre, plus que les résultats que moi j'avais en individuel, etc. Je trouvais ça vraiment gratifiant. Aider les autres, participer à un grand projet, à un projet qui est plus grand que toi. Oui, et puis même, c'était pas des grands projets, mais c'était des jeunes joueurs. Ouais. Mais j'ai l'impression d'être utile. Et oui, j'ai aimé ça. Donc je l'ai fait avec un petit jeune, il s'appelle Alexandre Cassin, à Bordeaux. C'est quelque chose qui... Je crois que je lui avais déjà envoyé un message dernièrement pour lui dire que c'est grâce à lui que j'aime faire ce métier, maintenant. Parce que le départ, c'est lui. Et pourquoi t'aimes ce métier? J'ai l'impression d'être utile. J'ai vraiment l'impression d'être utile et d'avoir un but précis. Quand j'étais joueur, je me laissais porter par la vague. Là, j'ai vraiment l'impression que mes actions, elles sont importantes. Et... ouais, c'est un sens, quoi. Ouais, et puis l'entraîneur de Bordeaux de l'époque, Arnaud Vallière, très très sympathique. Voilà, il m'a fait confiance aussi. Donc il est plus dans le ping maintenant, mais vraiment très... Ouais, je le connais aussi. Ouais. Un club très sympa à Bordeaux. Donc avant Bordeaux, tu avais tes études, tout ça, tu jouais plus du tout au ping? Non, pas du tout. Plus de raquettes, non. Vraiment loin des salles. Si, je faisais des échauffements de match de pro,
Ouais, ok. bloquais. Mais à part ça, non, quoi. Non, pas d'entraînement, non. Ok. Et Parfois, ça te disait rien de... Non, parfois je pas. jouais 1 heure ou 45 minutes voilà, avec le son parce qu'il fallait quelqu'un. Ouais. Ou je faisais les entraînements du club de Cestas, mais bon, j'y allais pour boire une bière. Très bonne ambiance d'ailleurs à cette époque-là. Et donc pour toi, vraiment, le fait de revenir coacher quelqu'un, c'était envisageable ou pas au début? Pas du tout. Pas du tout, hein. Non, moi je l'ai fait vraiment pour faire plaisir. C'était pas pour l'argent qu'on me donnait. Et un peu en se disant, allez, je rends service. Et je me suis pris au jeu. Du coup, je l'ai fait aussi avec Anne-Sophie Jean. Ah ouais. Je l'ai fait avec Anne-Sophie Jean. Ah ouais, mais c'était quand ça? Et avant Parce qu'elle arrête le arrêté- ping. Ouais, ça fait hyper Non, non, longtemps. elle était junior. Ah ok. Elle était junior, elle était au pôle à Talence. Ouais. Il y avait même parfois Ça du fait taxi. Ça n'existait pas l'Uber. Ok. Mais par exemple, on avait le taxi, on allait la chercher, on l'a ramenée chez elle. Très sympa, ses parents. La fille adorable. Et du coup, j'aimais bien en fait m'occuper d'une féminine. Ouais. Alors qu'à l'époque, j'avais envie de dire, c'était pas ma tasse de thé. Ouais, t'étais pas Ouais. trop ping féminin. Non. Et puis même, c'était une joueuse qui avait quand même un certain talent. Dans la main, il y avait quelque chose. Et je m'étais même dit, putain, c'est pas mal quand même. Je savais pas qu'au ping féminin, on pouvait. Donc c'était les prémices avant que je découvre Marie Migaud. Ouais. Mais non, Mais elle a arrêté c'était très fun. jeune aussi. Elle a arrêté très jeune, ouais. Très Très jeune. très jeune. Ouais. Mais oui, non, j'ai passé je crois on a fait 1 an, mais c'était vraiment bien. Et c'est là aussi, ça m'a donné un peu envie d'aller dans cette voie-là. C'est pour D'accord. ça que quand Pontoise m'a proposé, je leur ai dit, bah moi je peux venir en tant que relanceur, comme j'ai fait à Bordeaux, et on commence comme ça le projet, totale liberté. Donc encore une fois, j'ai de la chance. Merci au club de Pontoise CRJ, mais merci Ouais. de m'avoir laissé ma chance. Je trouve que t'es vraiment reconnaissant en fait de ce qui t'est arrivé. J'ai l'impression. Bah, en fait, Tu remercies beaucoup. j'ai eu beaucoup de bonnes choses. J'ai eu des périodes dures aussi. Mais au final, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé. J'ai peut-être aussi mérité, parce que, oui, comme tu dis, on peut attirer par ma personnalité peut-être aussi. Mais c'est vrai que sur le coup, ouais, je me dis, j'ai de la chance, c'est bien. Donc, et il faut remercier les personnes qui t'ont aidé, parce que on peut savoir d'où on vient, c'est important. Voilà. Et en tant que coach, du coup, je pense que tu t'es amélioré en fait au fil des années. J'espère. Tu cherches toujours à t'améliorer en tout cas. J'espère. Alors, Enfin, c'est là, vrai que... Comment t'en parles, enfin, on Ouais. en a parlé un peu et voilà, tu sais toujours trouver un truc en fait qui peut faire la différence, je trouve. Et un truc en toi ou un truc dans la joueuse ou dans le joueur. Donc je trouve ça vraiment bien. Mais comment en fait comment tu réfléchis? Déjà, j'ai une particularité, j'aime bien les challenges, et quand je suis nul à quelque chose, je suis un peu traqué. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire. Voilà, j'étais nul au tennis, et pendant des heures et des heures, je regardais des vidéos sur YouTube sur comment faire un coup droit, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté. Et donc, en tant qu'entraîneur, est-ce que je me trouvais bon? Non. Est-ce que j'avais l'impression de connaître? Non. J'avais pas de prétention. Par contre, quand je jouais, j'avais l'impression de voir tout ce qui allait se passer avant, en général, de sentir, de visualiser tout ce qui allait se passer, de même moi visualiser ce que j'allais faire. Okay. Et donc tout était clair quand je jouais. Alors j'anticipais pas tout, c'était pas comme dans les films, hein, c'était pas Matrix. Mais j'avais cette sensation-là. Ouais. C'est quoi, c'est une sorte d'instinct aussi ça? Oui, je pense, ouais, beaucoup. ok. Beaucoup, et je m'imaginais énormément toutes les phases sur tactique, les trajectoires, tout ça. Ouais. Je les voyais et j'ai l'impression de les voir avant. En tant que joueur, c'était comme ça. En tant que relanceur et puis entraîneur coach, c'était plus compliqué parce que d'abord il faut savoir que les joueurs que tu as, ils sont pas tous comme toi. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc ça déjà c'était compliqué. Ouais. Comme le fait d'accepter de perdre en niveau de tennis de table au fil des années, là il fallait accepter que les joueurs ils sont tous différents et qu'ils peuvent pas faire ce que toi tu fais. Ouais, ce que tu veux Voilà. leur faire faire aussi. Voilà. Et ça, je l'ai bien compris. Par exemple, j'ai joué en par équipe avec Jacques Secrétin et parfois il disait mais je comprends pas, pourquoi il arrive pas à faire ça? Mais lui il savait tout faire. Ok, ouais.
mais les autres joueurs, c'est pas évident. Ouais. Voilà. Donc en fait, déjà, je regardais énormément de tennis de table parce que pendant des années, j'avais loupé ce qui se passait sur le circuit. Combien de temps à peu près t'as raté? Enfin, t'as raté, je sais pas. 2012 à 2017. Ok, donc 5 ans, on va 5 dire. ans, mais loin bon, de... de 2007 à 2012, je regardais pas trop non plus. Ouais. Voilà, donc ça c'est important de regarder. J'ai fait quelques formations, mais vraiment, on va dire, avec ma personnalité. Donc formation basique, mais sans prétention aussi. Voilà, écouter les intervenants et puis avoir de l'humilité et d'écouter tous les éducateurs, formateurs ou futurs éducateurs, peu importe. Pour moi, je trouve que ta force, c'est vraiment d'essayer de comprendre un peu avec qui tu travailles, quoi. Chacun est différent, donc tu essaies aussi de leur parler comme eux, ils préfèrent entendre, et pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Je pense que, oui. Après, c'est des qualités cumulées. Ouais. Déjà, grâce à ma petite carrière de commercial, j'arrivais donc à cerner les gens et aussi à aller là où ils veulent aller, ou leur zone de confort. Ma première idée, c'était de me dire, soit l'entraîneur que tu aurais aimé avoir. Ouais, ok. C'est bien ça. Et aussi, chaque joueur a des besoins différents. Donc, si les qualités d'empathie et sociale vont m'aider à cerner la personne, le garçon, la fille, l'homme, la femme. Je vais ensuite essayer d'aller chercher là où il a besoin de ce qu'il a besoin de bosser pour avancer. Et je vais essayer d'adopter une attitude pour tirer le meilleur par rapport à sa personnalité. Voilà. Donc ça, c'est le cheminement. Dans ma tête, c'est ça. Dire qui est cette personne, quelles sont ses qualités, qu'est-ce que je vois pour cette personne, et ensuite, comment je vais tirer le meilleur. Parfois, on se trompe. Parfois, on pense que c'est dans cette voie-là, mais il faut accepter. Aujourd'hui, j'ai zéro certitude sur mes qualités, d'entraîneur, de coach. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais reconnaître si je me trompe ou pas. Et t'as pas peur de te tromper non plus? Non. Parce que du coup, tu rebondis après à chaque fois, en fait. Non. Alors peut-être que le joueur, il faut pas qu'il sache parfois que je me suis trompé. Mais oui, il faut accepter. Il faut aller très vite, il faut pivoter. Ça sert à rien. Moi, j'ai pas cet ego-là en disant j'ai raison. Et donc, je dis ok, je me suis trompé. Comment on peut faire? Et ensuite, on contourne ou pas. Alors, est-ce que ça marche avec tout le monde? Non. Est-ce que ça marche? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je veux faire. Tu prends du plaisir aussi. Je prends du plaisir. Il y a une... J'espère, mais bon, ça, c'est les joueurs qui diront. Je pense qu'on a une très grosse connexion avec les joueurs avec qui j'ai bossé par rapport à ma personnalité. Et aussi parce que c'est pas faux. Si je le fais, c'est que je kiffe. Sinon, je le fais pas. Et ça a été vraiment... mon leitmotiv, c'est soit tu kiffes, soit tu pars. Donc, voilà. Tu marches vraiment comme ça, toi, avec le cœur. Quoi. Voilà. Et en fait, en ayant peur du vide, mais en y allant quand même. Voilà. Parce que la facilité, ça aurait été de continuer à jouer au tennis de table, dire oui à tout, et peut-être que j'aurais joué à un niveau pro A et j'aurais encore pu avoir plus de salaire, etc. Jouer longtemps, prendre soin de moi, et j'aurais fait une carrière pro, lambda, mais peut-être. Mais ça, c'est pas toi vraiment. C'est pas moi. Être commercial, c'est pas moi. J'ai quitté un job où je gagnais quand même très bien ma vie pour être entraîneur de tennis de table. Donc, pas facile, mais c'est quelque chose que je voulais faire. Et même dernièrement, j'ai quitté l'académie de Pontoise-Cergy. Voilà, en ayant peur du vide, mais en croyant en moi, en croyant en ma bonne étoile et toujours avec l'idée de faire ce que j'ai envie de faire, de le faire de ma manière. Et ça, c'est quelque chose qui, j'espère, me mènera quand même à la réussite. Une réussite, pas forcément financière, mais une réussite où je peux être fier de moi, où je peux être heureux. Voilà, c'est important d'être épanoui, je pense. Ça, c'est vraiment un but. Avant-hier matin, on fait une séance du matin, donc basique, exercice, machin, et puis l'après-midi, tu viens,
Tu viens après le repas vers 12h30 et tu dis bon les gars c'était nul ce matin, enfin il manquait du peps quoi, donc on va faire un autre truc, on va faire un jeu ou je sais pas, vous avez des idées ou pas? Tu me regardes et tu me dis Marie, t'as pas des idées pour que ce soit un peu plus fun? Moi je te regarde et je dis franchement j'ai jamais été vraiment coachée comme ça quoi, j'ai toujours suivi une certaine droiture et voilà. Je sais pas s'il fallait le dire. Et en 5 minutes, enfin en 10 minutes, allez, tu t'es imaginé toutes sortes de jeux, de lancer de balles, de feeling, de toucher, des systèmes de comptage de points. Et on a passé 3 heures en fait, et on s'est amusé quoi. Mais t'avais un papier, tu notais je sais pas ce que tu notais, mais c'était rangé dans ta tête, mais c'était brouillon en dehors. Mais pour toi, c'était clair quoi. Ça. Pour toi, c'était clair. Ouais. Et en fait, t'as cette aussi créativité de toujours trouver un truc à faire en fonction du moment. Oui. Et ça, je trouve ça vraiment parce que les joueurs, ils ont souvent besoin de faire des choses différentes, parce que c'est enlève de la monotonie. Et je pense que aussi ta personnalité fait que tu peux être bon dans ça aussi, quoi. En fait, j'ai quand même conscience qu'il faut s'entraîner dur. En tout cas pour les joueurs, pour progresser, et ça c'est une évidence. Est-ce que je suis partisan de ça si on connaît mon parcours? Non. Mais par contre, j'en suis conscient. Voilà. Mais je préfère en fait travailler dur, mais il faut qu'il y ait de la vie. Et parfois dans les séances, c'est mon ressenti, il n'y a pas de vie. Et quand il n'y a pas de vie, on ne s'entraîne pas bien. Et en fait, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il n'y a rien de préparé. J'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de papier, j'ai pas de cahier. Mais ça c'est moi. Quand j'allais en cours, j'avais une feuille, j'écrivais. Après, je la jetais dans la poubelle et après, ça y est, c'était fini. Ouais. Mais pour réviser, je me démerdais. Et là, c'est pareil. Mais j'ai pas besoin de réfléchir trop longtemps parce que j'ai trop d'idées qui viennent dans ma tête. Parfois, c'est perturbant. Parfois, j'endors pas la nuit. C'est un peu bizarre de dire ça, mais parfois, je rêve des joueurs et je rêve de choses que je voudrais travailler avec eux. Donc, je me lève, je note. Voilà. Un grand passionné. Enfin, je sais pas, vraiment. C'est ton truc. Et donc j'ai créé la séance rapidement avec des choses que j'avais déjà fait, faut pas oublier, mais en ayant toujours à l'esprit qu'est-ce que ça peut apporter aux joueurs. Voilà. C'est sûr qu'au niveau tennis de table, ça apportait pas grand chose, mais ce que moi je voulais le plus savoir, c'était déjà cette vie-là, et après le travail de la main qui est pour moi hyper important. Et donc il y avait beaucoup d'exercices avec de la main, de la souplesse, de l'agilité. Mais il y avait aussi du comptage et le fait de jouer sur une table devant du coup tes coéquipiers. Ouais. Mais ça c'est un match challenges. Par équipe. Voilà, et ça c'était aussi, il y avait un petit, je sais plus comment il s'appelle, un petit japonais, franco-japonais. Enzo. Il était stressé quoi, il était nerveux. Et en fait tu vois comment réagissent à ça mais il s'est donné à fond quoi. Il y est allé et il a même très bien joué. Mais je pense que ça, en fait, là, quand je te parlais de la main, c'était vraiment le premier exercice. Mais après, c'est vrai que, je donne un autre exemple, quand on fait ce système-là de comptage ou de dernière table qui reste sur des exos de rythme, et ben en fait, c'était vraiment, quand tu le fais, classique, à Virov, et ben tu le fais, t'es relâché, tu joues, donc t'envoies. Mais après, elle est où ta situation de stress quand tu joues un match? Et donc elle est pas là. Là, tu voyais les gamins, avant de faire leur balle, c'était la mort subite. Ouais. Et du coup, il fallait tenir le plus longtemps possible, ou il fallait faire plus d'échanges, etc. Et tu sentais que ils étaient tremblotants, pas sûrs, même en bloc. Beaucoup de questions, Et c'est vrai que aussi. C'est des situations comme ça qui sont intéressantes. D'intégrer aussi l'observation, la tactique, par légères touches. Alors, on ne fait pas des choses révolutionnaires, mais voilà, de pouvoir observer. C'était fun, moi j'ai pris du plaisir. Moi aussi. Les joueurs aussi. Mais heureusement qu'on ne fait pas ça tous les jours. Je précise vraiment, on ne joue pas à l'américaine tous les jours, on ne joue pas en porte-plume, on ne joue pas de la main gauche et on ne fait pas du mini-tennis tous les jours. Ouais. Et du coup, t'as quand même une sensibilité du jeu, une vision de ce jeu-là. Comment tu l'expliques? Mais en fait, je pense que c'est quelque chose qui est en moi, qui est inné. Pas que sur le tennis de table, je dirais même dans d'autres sports quand j'étais plus jeune.
que ce soit au foot, tennis, des jeux que tu fais à l'école. Donc peut-être des qualités naturelles déjà, voilà, de souplesse, d'agilité, mais aussi j'avais, je pense une qualité d'observation des trajectoires, de sentir ce qui allait se passer. C'est quelque chose qui était important, qui m'aidait, qui me sortait de galères, parfois de matchs, de réflexes. Et très tôt, en fait, la première chose que j'ai appris au tennis de table, seul, entre guillemets, même si j'ai eu des coachs, c'est les effets. Ouais. Comment la balle tourne et d'où elle vient, où elle va, comment on peut renvoyer, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut caresser la balle, comment on peut la choquer. Et en fait, c'est vraiment quelque chose. En tout cas, ça paraît facile pour toi. Pour moi, c'est l'été. Ouais, j'avais l'impression que c'était vraiment facile. Quand on te voit jouer, tu te dis, ouais, c'est simple le ping en fait. Moins maintenant, mais en fait, si on regarde que la raquette, ça va. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était facile. Alors, une sorte de fluidité aussi. Enfin bon, voilà quoi. Est-ce que ça aide au tennis de table? Oui. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour comprendre plus vite quel type d'effet et vraiment aussi imposer à l'adversaire une difficulté. Et la créativité que j'avais, elle était dans les contre-pieds, dans le camouflage, du service. Plein de fois, je me disais, si je tente ça, parce que là, si je fais tel lancer, au dernier moment, je fais ça, dans ma tête, j'essayais. Mais parfois, c'était n'importe quoi. Mais, encore une fois, j'avais la chance d'avoir un frère qui joue au ping. Et nous, on n'avait pas de caméra, on n'avait pas de smartphone. Ouais. Donc, on ne se filmait pas. Mais j'avais quelqu'un en face qui me disait, ah oui, c'est pas mal. Ouais, tu devrais faire comme ça, là, c'était bien, on ne voit pas trop, c'était camouflé, etc. Ça m'aidait beaucoup. Et j'avais beaucoup ce travail d'imagination. Je visualisais énormément tel service, placé à tel endroit, à telle vitesse, ça peut être intéressant. Pourquoi? Par rapport à mon jeu, etc. Alors, j'ai jamais été aussi réfléchi que là, je t'explique, en tant que joueur. Mais ça me paraissait clair. C'était naturel aussi. Voilà. Maintenant, en tant qu'entraîneur, coach, parfois je suis obligé d'expliquer le cheminement aux joueurs en disant, mais tu vois, ça paraît logique. Ouais. Tu vois, et maintenant, dernièrement, avec le nouveau système où ils viennent tous flipper en revers, etc. Bah, imaginez, voilà, quelle sorte de service, quel genre de courbe peut être difficile à jouer. C'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Je pense que je fais pas ça tout seul. Mais je pense que ça m'a aidé en tant que joueur, ça m'aide aussi en tant qu'entraîneur. Et j'aimerais énormément inculquer ça aux joueurs que j'entraîne, qui comprennent mieux le tennis de table, qui comprennent aussi à mieux réfléchir, à mieux observer. Parce que pour certains, c'est inné, et pour d'autres, c'est dur, mais c'est pas impossible. Voilà. On peut l'apprendre. On peut l'apprendre. Travailler les yeux, travailler l'observation, avoir l'expérience, avoir de la visualisation, imaginer ce qui peut se passer. Je pense qu'on l'a déjà fait peut-être dans d'autres domaines et pourquoi pas pour être meilleur au ping-pong. Ouais, c'est cool. Hein. Bah ouais. Cool. Dernière question. Dis-moi. Toi, t'as arrêté tôt. T'as eu peut-être des gens qui t'ont dit pourquoi t'as arrêté. Souvent, on m'a posé la question. Il y a eu des personnes agressives. Il y a eu des personnes qui regrettaient. Il y a eu des personnes dans l'incompréhension. Je sais plus, c'était la semaine dernière, j'étais à Tours et j'ai vu un joueur ukrainien qui jouait à mon époque et qui joue encore, Yevon. Après, je sais pas, il me disait, mais t'étais où? Il s'est passé quoi? T'as arrêté comme ça du jour au lendemain? Donc oui, il y a un peu toutes ces personnes-là. Je comprends. Ça m'a touché au début, mais au final, non. Tant que moi, j'étais clair avec... moi-même, il n'y avait pas de souci. Ça m'a jamais manqué. Pas une seule fois. Pas une seule fois, je me suis dit, j'ai loupé quelque chose. Pas une seule fois, je me suis dit, t'as raté ta vie. Pas une seule fois, j'ai eu ce regret de dire, j'aurais pu. Et pas une seule fois, je me suis dit, allez, demain, je retourne à l'entraînement. Mais vraiment pas. Et pas une seule fois, j'ai refait du physique ou du footing depuis la fin de ma carrière. C'est vraiment quelque chose... Non, c'était pas fait pour moi. Ouais, je comprends. Voilà. Mais, et en fait, le message, c'est pas parce qu'il y a des joueurs qui sont doués pour ça que forcément ils doivent performer et ça doit être leur vie.
c'est comme ça. Je veux dire, c'est malheureux, mais les envieux ou ceux qui n'ont pas eu cette chance d'avoir été accompagnés comme moi, etc., c'est pas mon problème, en vrai. Mais sur le coup, c'est vrai que ça touchait un peu. Parce qu'il y avait il y aurait pu avoir de la jalousie ou d'autres. Ouais, mais il faut les laisser tranquilles. Ouais. Il y a des joueurs qui sont exceptionnels et qui réussissent, et c'est génial. Et il y a des joueurs qui ont un certain talent qui réussissent pas, et c'est pas grave s'ils sont heureux. Il y a des joueurs qui ont les deux et pourtant qui n'y arrivent pas non plus parce que il y a un blocage quelque part. C'est malheureux aussi. Mais il y a la diversité partout. Et il y en a aussi dans le sport de haut niveau, et c'est comme ça. Enfin, moi je suis plutôt vraiment relax par rapport à ça. Et j'apprécie les gens qui me disent souvent Ah, Dany, c'était un super talent. Ah là là, tu te rends pas compte, c'était le plus grand talent. Mais en fait, c'est bien. Je suis content. Mais maintenant, ça reste du domaine de la légende. C'est tellement loin. Parfois même moi, je me dis, j'ai jamais joué à un niveau. Voilà. Okay. Et ça me dérange pas du tout. C'était Marcos Freitas qui avait dit une fois, mais vraiment sans méchanceté, mais il m'a dit, je sais plus, on parlait de joueurs pro, et puis il me dit, mais toi t'as jamais été pro. Et je lui dis, mais t'as raison, c'est vrai. Et ça m'a pas dérangé, ça m'a pas choqué, parce que déjà c'était vrai. Et voilà. Non, ma carrière, elle est ce qu'elle est. Il y a plus de fantaisie autour, j'ai l'impression. Mais non, moi je me considère pas comme un grand joueur. Parfois, quand on entend, je trouve que c'est un peu abusé. Mais bon, on s'en fiche un peu. Merci. On va s'arrêter sur ces beaux mots. Merci beaucoup. Non, mais c'était cool en tout cas. Merci de m'avoir invité. Ça m'a stressé pas mal. Et puis au final, ça a été. J'ai pas dit trop de bêtises. Non, je pense que c'était très bien. Bon, merci. Bonne soirée. Merci.